élus et représentants de notre population, je voudrais tout d'abord exprimer ma gratitude à l'honorable président de l'Assemblée provinciale, aux membres du bureau et aux honorables députés du Sud Kivu pour cette importante initiative d'échange au sujet de l'utilisation du viol comme arme de guerre en République démocratique du Congo. Je salue la présence dans ces prestigieux hémicycles des victimes et des survivantes de violences sexuelles. Je salue également la présence des distingués invités et de vous tous, mesdames et messieurs, qui êtes venus partager avec nous notre engagement contre les violences sexuelles, notre engagement pour la justice et la paix durable dans notre pays et dans la région des Grands Lacs africains. Excellences, honorables, mesdames et messieurs, depuis plus de 2 décennies, la population de notre pays et de notre province paye un lourd tribut aux guerres et aux conflits interminables qui leur sont imposés. Depuis plus de 20 ans, des massacres et des assassinats endeuillent nos villages et nos villes. Depuis plus de 20 ans, des femmes, des enfants et même les hommes de notre province subissent des viols avec extrême violence commis pour la très grande majorité dans une totale impunité. Depuis plus de 20 ans, à l'hôpital des Panzi à la Fondation Panzi, nous prenons en charge les survivants et nous n'avons épargné aucun effort pour sensibiliser le monde sur les cruautés dont elles ont été victimes, des cruautés qui normalement devraient interpeller nos consciences et notre humanité. Hélas, nous sommes englués tous dans un faux confort et dans la peur qui nous conduisent à une mort douce, mais une mort certaine. Nous devrions quitter cette illusion de confort et nous rapprocher de nos populations, compatir avec eux, la protéger et construire ensemble un avenir meilleur pour les générations à venir. Soyons conscients que personne ne nous libérera de l'oppression actuelle. Seul un peuple se libère. Nous sommes tous redevables aux générations futures. Si nous n'agissons pas aujourd'hui pour léguer un Congo libre, prospère et pacifique, notre jugement par les générations futures sera sans appel. La défense et la promotion de notre liberté est l'affaire de nous tous. À chaque fois quand nous avons eu l'opportunité, nous avons porté le plaidoyer en faveur de notre population auprès des instances décisives de notre planète, en fait qu'elle s'engage davantage dans la sécurisation de nos populations et la pacification de notre pays. Mais dans ces actions, de l'échelle locale à l'échelle planétaire, et encore l'engagement des responsables politiques de notre pays au niveau provincial et national a souvent été des chemins manquants. Telle est la raison pour laquelle, au-delà de la solennité, la rencontre d'aujourd'hui revêt pour moi une double signification. En premier lieu, elle est l'illustration la plus significative de l'expression d'une prise de conscience par les élus de notre peuple que leur implication effective est soutenue dans la lutte contre les violences sexuelles, dans la lutte contre l'impunité et dans la construction d'une paix durable dans notre région peut tout simplement faire la différence. En second lieu, il traduit la réalité du soutien que vous êtes nombreux à m'avoir manifesté dans les circonstances de ces derniers jours
et pour lesquels je vous suis très reconnaissant. Excellences, honorables mesdames et messieurs, je me réjouis donc que cette grande première de prise en main par nos élus et nos autorités de cette épineuse question des violences sexuelles et des martyrs de notre population qui en découle se réalise ici à Bukavu. Je suis vraiment fier que ça soit ici à Bukavu. Chers députés, je suis persuadé que le grand sens des responsabilités et des leaderships dont vous faites preuve, ouvrant la voie à d'autres initiatives au niveau national et international pour le plus grand bien de nos populations. J'ai l'espoir que de l'exercice d'aujourd'hui naîtront des actions qui se concrétiseront et consolideront notre engagement commun en faveur de la lutte contre les violences sexuelles, la justice, la réparation et la paix. C'est pourquoi, avant de revenir dans les débats sur l'importance d'une collaboration structurée et culturelle entre nos institutions, permettez-moi dès à présent de vous brosser les tableaux des violences sexuelles dans notre province et de la prise en charge des victimes telles que nous les faisons à l'hôpital de Panzi et à la Fondation Panzi depuis 2 décennies. Et avant de dérouler les diapos, il m'a été demandé de faire une présentation scientifique, donc je ne peux pas le faire autrement. Il faudrait que je vous présente les choses telles que je les présente à mes étudiants ou dans des conférences scientifiques. Ceci, j'espère que ça fonctionne. Donc ceci voudra très bien dire que certaines de nos diapos ont des présentations qui peuvent choquer des cœurs sensibles. Et donc si quelqu'un est sensible par rapport à ce que nous allons présenter, nous demanderions tout simplement à ce que peut-être il puisse imaginer le traumatisme que l'homme porte après avoir été humilié devant toute sa famille. Les tortures que les femmes subissent vont de l'introduction des objets contondants ou des objets tranchants dans l'appareil génital, des brûlures de l'appareil génital ou tout simplement des mutilations ou alors détruire l'appareil génital par des armes à feu. Il y a certains groupes qui vont plutôt prendre les femmes en esclavage et ici, souvent, ce sont des groupes qui sont installés pour de longues périodes dans la région et qui prennent des femmes en esclavage. Ces viols sont massifs. Les femmes des villages entiers sont violées. Je pense que les députés du territoire de Fizi peuvent se rappeler en fait les viols de Saint-Sylvestre où plus de 200 femmes à Fizi étaient violées en une seule nuit. Et ceci, je crois que je dois attirer l'attention. On ne peut pas violer 200 femmes, ça s'est passé à Walikale, à Chabunda, ça se passe régulièrement. On ne peut pas violer 200 femmes dans un village sans qu'il y ait une planification préalable. Donc, il doit y avoir une planification et peut-être aussi la personne qui donne l'ordre. Donc, on ne peut pas les considérer comme des viols qui sont de droit commun, mais plutôt une planification qui vise à détruire une population bien déterminée. Et on a effectivement des victimes qui sont directes et des victimes qui sont indirectes. Si les femmes ou les hommes qui sont violés constituent des victimes directes, mais les hommes qui voient leurs enfants, qui voient leurs épouses violées en leur présence, souvent ces hommes sont traumatisés à leur tour, même s'ils n'ont pas été personnellement violés, mais le fait d'avoir été violés devant de voir les femmes violées en leur présence, en présence des enfants, et qu'ils ont été incapables de pouvoir protéger leurs épouses ou leurs enfants, souvent ces hommes développent
un traumatisme psychologique assez profond. Et je dois dire que ça, c'est une question sur laquelle on ne s'est pas encore penché, mais c'est une question très importante, on va le voir après, par rapport à la destruction d'une société. Je crois qu'aujourd'hui, les députés de Walungu savent très bien que ce qui s'est passé dans le territoire de Walungu a fait une grande migration des hommes, en fait les hommes qui fuient la honte, qui quittent leur village pour aller chercher, entre guillemets, chercher l'argent, mais en fait c'est chercher l'anonymat, ils vont se sentir encore hommes. Donc il y a des victimes directes qui peuvent être des hommes et des femmes, mais lorsqu'il y a des personnes qui assistent à ces scènes macabres, ces personnes deviennent des victimes indirectes et on verra comment ça peut impacter l'ensemble de notre société. Ce sont des viols qui sont systématiques car ils ne comptent pas ni l'âge ni le sexe. Je crois que le bébé le moins âgé que nous avons traité avait seulement 6 mois et on peut se poser la question sur un bébé de 6 mois, qu'est-ce qu'on cherche en dehors du fait de vouloir détruire. Et les femmes les plus âgées, elle avait plus de 80 ans, elle ne savait même pas, en fait, son fils qui était venu nous rendre visite nous a dit que sa mère pouvait avoir 80 ans, mais son fils avait 66 ans, et nous avons estimé que peut-être l'âge qui donne est correct. Et je dois me rappeler que cette vieille femme qui était violée vers Calais, quand on l'a soignée, puisqu'elle était venue dans un état de coma, quand elle s'est réveillée de son coma, la question qu'elle nous a posée, pourquoi vous m'aviez soignée? On a dit, c'est notre obligation. Mais elle a dit, on m'a violée devant mon gendre. Et ceux qui connaissent les traditions ici, la belle-mère, être violée devant son gendre, cette belle-mère, elle a refusé tout simplement de vivre. Elle est restée à l'hôpital, elle a refusé de manger, de boire, même de prendre des médicaments. Et la suite, vous pouvez vous imaginer ce qu'a été la suite. Il n'y a pas de sexe puisque nous avons également des hommes qui subissent ces atrocités. Alors, viol comme arme de guerre, ça a un impact. Et peut-être que parfois, s'il n'y a pas d'engagement, c'est puisqu'on ne se rend pas compte des impacts que peuvent avoir ces viols qui se commettent auprès des populations civiles avec la stratégie que je viens de décrire. Mais s'entraîne le déplacement massif de la population, s'entraîne la destruction démographique, la destruction de l'économie, mais aussi la destruction du tissu social et de la vie familiale. Et vous pouvez avoir le même impact dans une guerre classique où les gens sont tués, donc il y a une réduction démographique, où les gens vont fuir, puisque en fait, lorsqu'ils sont violés, ils ont tendance à chercher des endroits sécurisés et quittent leur village. Vous connaissez, honorables députés, souvent on viole, mais on brûle non seulement les habitations de la population, mais on brûle également les récoltes. Aujourd'hui, nous savons, par exemple, que ce qui se passe à Minembwe, non seulement on brûle les maisons, mais on tue aussi le bétail. Donc, je crois que lorsque des choses comme ça se passent, nous devons être attentifs et chercher quelle est la raison qui est derrière, puisque tuer le bétail ou brûler les récoltes de pauvres populations civiles, ça veut dire tout simplement qu'il y a une action qui est derrière, qu'on est en train de chercher. En fait, il y a la destruction du tissu social et de la vie familiale. Ça va de soi par rapport à ce que je viens de vous décrire. Mais on va entrer un tout petit peu en profondeur pour voir le déplacement massif de la population, comment cela se passe. Lorsque le viol se fait en public, une mère qui était déjà installée là, une famille, peut-être elle a même des gendres ou des belles filles, elle est violée publiquement devant tout le monde. Ça crée une honte, une humiliation extrême et souvent, malheureusement, ces personnes, ces femmes sont stigmatisées par la population qui ont vécu ou qui ont appris ce qui s'est passé. Il va de soi que, malheureusement, lorsque ça se passe, la tentation de ces femmes ou de ces familles, c'est aller chercher l'anonymat. Et souvent ici, ce sont les hommes qui partent
les prégnés, qui fuient sous prétexte qu'ils ne peuvent plus continuer à vivre avec une femme qui a été violée. Mais en réalité, ces hommes fuient puisque tout simplement, ils ne sont pas capables d'affronter la vérité, de savoir que dans tous les villages, tout le monde sait que sa femme a été l'objet d'opprobre, sa femme a été l'objet de cette humiliation. Et ici, je dois dire que les hommes avec qui je parle, souvent ils fuient, ils quittent leur foyer et ils développent le phénomène d'impuissance sexuelle. Et lorsqu'ils viennent nous consulter, c'est pour qu'on leur donne des médicaments pour qu'ils puissent continuer à avoir une vie sexuelle normale dans leur fuite. Mais malheureusement, souvent le témoignage de ces hommes, c'est que depuis qu'on a violé ma femme en ma présence, même la femme que j'ai épousée après, quand je commence à avoir les rapports sexuels avec elle, ça ne marche pas puisque ces images-là reviennent et je me sens dans l'incapacité totale de pouvoir avoir un rapport sexuel normal. Et vous pouvez vous imaginer un homme qui devient impuissant par ce qu'on lui a imposé, quel va être cet homme pour la société après. Et cette fuite à la recherche de l'anonymat vide nos villages finalement de la force, de ses forces vives, de ses capacités économiques. Mais lorsque les viols deviennent répétitifs, comme vous allez dans certains villages de Walikali, non plutôt de Bunyakiri, vous allez vous rendre compte que en fait l'insécurité est répétitive. Donc les viols, les femmes vous disent elles ont été violées 2, 3, 4 fois. Et quand ça arrive de façon répétitive, le résultat c'est que les femmes vont fuir à leur tour. Les hommes sont partis les premiers, mais les femmes vont fuir et viennent malheureusement se réfugier dans une ville comme Bukavu. Il n'y a pas de travail et il suffit d'aller à Machine d'ici pour voir des femmes qui transportent des poids qui sont plus lourds que leur propre poids. Et ça, je crois que c'est notre responsabilité à nous tous de considérer que des situations comme ça ne peuvent pas continuer. Un jour, alors que j'étais ici au port, j'ai vu une femme qui avait porté un sac, probablement qui devrait avoir 80 ou 100 kilos. Elle a essayé de se mettre debout, elle a tremblé, elle est tombée. Et les autres ont dit, madame, arrête, vous n'êtes pas capable de porter ce sac. Elle a repris le sac, en faisant 3 mètres, elle est encore tombée. Et là, je me suis approché et j'ai commencé à parler avec cette femme. Elle m'a dit tout simplement, si je ne fais pas ça, mes enfants vont mourir. Et j'avais des larmes aux yeux, puisque cette femme-là ne savait pas qu'elle va mourir avant ses enfants. Elle est en train de perdre plus d'énergie que ce qu'elle va obtenir de 2000 francs qu'on va la payer pour transporter ces sacs de manioc du port, peut-être l'amener en ville. Et donc, ces viols à répétition créent une insécurité et malheureusement, les femmes fuient, viennent chercher la sécurité relative en ville, mais en fait, elles vont tout simplement disparaître par une autre forme de violence que ce que nous voyons constamment les femmes subir dans cette ville. Enfin, les viols avec torture vont entraîner également des traumatismes qui vont revenir souvent. Et lorsque les femmes se disent, ou les victimes se disent, nous voulons chercher un environnement détraumatisant, ils quittent leur village, là où ils ont des champs, de l'élevage, pour aller chercher en fait la sécurité ailleurs. Et donc vous voyez qu'avec ces 3 éléments, on crée le même phénomène que les gens qui sont en train de fuir les volcans. Les gens qui fuient la guerre, ça entraîne un déplacement massif de la population. La réduction démographique va se faire plutôt par la destruction des organes génitaux des femmes en les rendant incapables de pouvoir accoucher. Et je crois qu'à Panzi, on peut très bien voir la multitude de femmes qui nous viennent avec l'appareil génital complètement détruit par l'intention, pas de, en fait, tuer à petit feu en détruisant l'appareil génital de la femme. On détruit les organes génitaux de la femme, donc on la rend incapable de pouvoir se reproduire. Mais aussi en les contaminant du VIH. Beaucoup de femmes ne disent pas, si elle n'a pas été vue,
Si ça n'a pas été public, les femmes ne mettent pas ça au grand jour. Et quels sont les résultats? Les résultats, souvent, c'est que ces femmes qui vont avoir une infection à VIH deviennent tout simplement des réservoirs de virus dans la société. Et les femmes qui vont avoir le VIH, non seulement vont contaminer cette maladie à la population et donc distribuer elle-même la mort à leur communauté, et ceci va entraîner une mort douce, mais une mort qui va s'étendre dans la population en réduisant tout simplement la démographie de la population sans que la presse soit là pour témoigner de ce qui se passe. Enfin, la contamination des infections sexuellement transmissibles, spécialement les chlamydia, va entraîner tout simplement la destruction de la cavité péritonéale de l'abdomen de la femme, rendant ainsi la femme infertile. Et donc, vous voyez très bien que rien qu'en utilisant cette stratégie, vous allez tuer plus que peut-être au même résultat que la guerre qui tue par les balles ou par les machettes. La destruction de la capacité économique, nous savons très bien ce qui se passe aujourd'hui, donc le fait d'incendier les villages entiers, de brûler les récoltes, détruire les fermes, détruire tout ce qu'on trouve sur son chemin. Le pillage des ressources naturelles, c'est une des grandes questions que je crois dans notre province, nous devons absolument s'occuper de ces problèmes puisque aujourd'hui, nous savons ce que les pays voisins exportent des ressources qu'ils ne produisent pas et ils ne peuvent pas apporter la preuve de là où ils payent des taxes de ces minéraux qui viennent de notre pays. Et nous, on vit dans la misère totale alors que les autres profitent largement de nos ressources naturelles. Je dois d'ailleurs dire que j'ai eu le témoignage d'un ami qui est dans le minerai et il a été surpris ces derniers temps. Ce sont des Chinois qui vendent des quantités d'or beaucoup plus importantes sur le marché noir que les creuseurs artisanaux, puisqu'ils ont des autorisations, ils creusent ils utilisent des grosses machines, ils exploitent, et vous imaginez un Chinois qui vient vendre sur le marché noir, donc il ne paye aucune taxe, il met tous ses dollars dans sa poche, et au Parlement, 12 mois impayés. Ça, ce n'est pas acceptable. Et je pense que si on ne peut pas se révolter par rapport aux faits qui sont là, il faut arrêter tout simplement de pouvoir continuer à vivre les ressources naturelles qui sont d'ailleurs la cause de tout ce que nous subissons. Le pillage des biens privés, là on n'en parle pas. Aujourd'hui, si vous quittez Bukavu pour aller à Uvira, vous avez une chance sur deux de tomber sur des coupeurs de route qui vont piller vos biens privés, et ceci, ça s'est fait comme si c'était devenu un fait normal. Donc il y a une destruction de notre capacité économique très très importante qui nous entraîne à une pauvreté extrême. Et lorsqu'on est dans la pauvreté extrême, qu'est-ce qui se passe souvent? En fait, on accepte la première proposition. Celui qui vous propose 10 dollars, vous vous mettez à genoux puisque vous êtes dans une extrême pauvreté, chose qu'on ne devrait pas voir dans une république comme la République démocratique du Congo. Enfin, la quatrième conséquence, c'est la destruction du tissu social. En fait, lorsque vous violez des femmes en public, vous prenez des hommes, vous coupez l'appareil génital des hommes juste pour montrer que vous êtes puissant et vous êtes fort. Qu'est-ce qui va arriver? Il y a la perte de l'identité individuelle. Un jour, j'avais reçu une femme qui était venue des Chabunda. Cette femme, elle était la femme d'un pasteur. Et on l'avait violée à la chair, quand tout le monde était là. Et cet acte-là, posé en public devant tout le monde, avait tout simplement un but de pouvoir détruire l'identité de la communauté. La communauté qui croyait en Dieu, qui croyait que le pasteur était un envoyé de Dieu. Et voir sa femme violée à la chair, vous pouvez vous imaginer que
communauté a perdu toute sa foi en Dieu. Et je crois que la suite de cette église, c'est que cette église n'existe plus. Le mari qui a vécu ces scènes, il n'est plus pasteur, etc. Mais vous vous rappelez quand nous avions été attaqués dans cette ville, ou quand la guerre a commencé, qui était ciblé? C'était les Bani. Donc, tout ce qui est repère d'une société était ciblé. Détruire l'identité. Les choses dans lesquelles les gens croient, il faut les détruire pour permettre à ce que les gens ne puissent plus avoir des repères. Nous avons vu ici dans la ville de Bukavu, Monseigneur Muzirwa, il a été abattu à bout portant dans sa soutane d'archevêque. Donc on n'a pas abattu un inconnu, c'est un objectif précis. Et lorsque on lit l'histoire de comment il a été tué après concertation. Donc, il y a une planification dans ce que nous vivons. Malheureusement, nous, on ne réclame rien par rapport à ce que nous subissons. Mais lorsqu'on détruit, en fait, tous les symboles d'un pays, d'une communauté, d'une famille, le père n'est plus père. Puisque lorsqu'on viole votre femme, en fait, vous finissez à dire, c'est la fin, vous ne pouvez plus dire à votre femme, je suis le mari, je suis la tête de la famille. Ça se termine. Les enfants qui ont toujours cru dans leur père, lorsqu'ils voient leur père humilié par un autre homme, ces enfants, la relation père-enfant, cette identité-là est complètement détruite. Mais lorsqu'il y a plusieurs personnes dans la communauté qui perdent leur identité, ça peut être par le viol, mais ça peut être aussi par la perte de votre capacité économique. Ça peut être par la perte, vous avez fait étudier des enfants, vous avez 6 enfants qui ont des diplômes universitaires, et du coup ces enfants, ils sont tous à la maison, vous ne pouvez pas leur donner du travail, et les enfants commencent à vous poser même la question de savoir, vous êtes quel type de papa à l'école primaire. On voit des enfants qu'on chasse à l'école puisqu'ils ne peuvent pas aller à l'école, et que les parents commencent à se cacher puisque tout simplement, ils ont perdu leur identité des pères, des papas, le respect qu'ils doivent. Et lorsque ça atteint beaucoup de gens dans une communauté, ça entraîne tout simplement une perte d'identité communautaire. Et je dois dire qu'ici, nous avons un phénomène supplémentaire, c'est que tous les enfants qui naissent issus du viol, ces enfants, malheureusement, ils sont dans notre communauté, ils n'ont pas de filiation, ce sont des enfants qu'on appelle, on les appelle maï-maï, enfants serpents, enfants interramo, etc. Mais, honorable député, c'est un danger. Nous sommes assis sur une bombe, puisque le fait que ces enfants sont exclus, ça contribue à détruire le tissu social de notre société. Et le jour où ces enfants, maintenant, nous avons des garçons qui sont nés à Panzi, qui aujourd'hui ont 17 ans. Et ces enfants, un jour, ils pourront poser la question, nous sommes qui? Les députés ici de Chabunda, je vois le confrère Timothée, vous vous rappelez, c'était je crois en 2003 ou 2004, où nous étions appelés à Chabunda, puisqu'il y avait 3000 enfants, n'est-ce pas, qui, la communauté voulait les rapatrier au Rwanda. Mais comment rapatrier les enfants au Rwanda? Ils n'ont pas de parents, ils n'ont personne. Et c'était la condition que la communauté nous avait posée pour que nous puissions récupérer nos épouses. D'abord que ces enfants de malédiction partent au Rwanda. Ces enfants aujourd'hui, ils ont 17 ans. Qu'est-ce que vous en faites? Sont-ils des Chabunda? Ne sont-ils pas des Chabunda? Et selon la loi congolaise, ce sont des Congolais. Et qu'est-ce qu'on en fait? Si on continue à les discriminer, ça veut dire qu'un jour, ils vont prendre les armes contre nous. Et ils vont être un danger pour toute la population. Donc vous comprenez très bien que notre tissu social n'est pas détruit par hasard. Et vous pouvez maintenant observer, qu'est-ce que ça donne le fait que notre tissu social est détruit? C'est qu'il y a une perte de la cohésion sociale. Si vous voulez voir là où il n'y a aucune cohésion sociale, venez ici, dans la province du Sud Kivu, venez tout simplement à Bukavu, regardez comment les gens réagissent. Vous allez tout simplement comprendre que si l'honorable X dit que nous allons construire la route Y,
l'honorable Z va dire non sans raison et il va s'opposer sans raison. Il y a une perte de cohésion sociale qui est une terrible en fait situation dans laquelle nous vivons, où les gens ne sont plus capables de se mettre ensemble comme une société et construire quelque chose pour l'avenir de nos enfants. Et en fait, lorsqu'on est dans la perte de la cohésion sociale, qu'est-ce qui arrive? On est tout simplement dans une incapacité organisationnelle. Vous pouvez avoir 1 million seuls dans la ville de Bukavu. Si tous les autres sont dans la pauvreté, si tous les autres se moquent éperdument des égouts, de la route, de l'évacuation de l'eau, etc., avec votre 1 million, vous êtes aussi pauvre que celui qui n'a rien. Puisque de toute façon, vous allez baigner dans les matières fécales, vous allez manquer de route, même si vous avez un hammer, vous ne saurez pas conduire ces véhicules. Donc, lorsqu'on est dans l'incapacité territoriale, l'incapacité organisationnelle, on est même incapable de protéger nos frontières. Nos matières premières traversent les lacs ici au grand jour. Et nous tous, nous voyons, nous ne sommes même pas capables de protester. Nous ne sommes même pas capables de pouvoir dire qu'est-ce qui se passe. Pourquoi chaque jour à 22 heures sur le beach ici, on voit des camions qui viennent, qui débarquent, qui déchargent dans des bateaux et les bateaux vont de l'autre côté. Chers amis, ça c'est l'incapacité organisationnelle. Lorsqu'on n'est pas capable de s'organiser, eh bien, du coup, l'occupation territoriale se fait en douce. Vous n'avez pas besoin d'imposer. C'est nous-mêmes qui travaillons pour que cette occupation territoriale devienne effective. Alors donc vous voyez que avec ces quatre impacts, on a la même chose. Lorsqu'on fait une guerre classique avec les armes classiques, l'objectif c'est de pouvoir occuper l'autre, les dominer économiquement, les dominer socialement, les dominer politiquement, etc. Et c'est là où nous sommes en utilisant une arme qui ne tue pas directement, mais qui vous déstabilise complètement sur le plan mental, et ceci, ça s'est fait à long terme. Alors, qu'est-ce que nous essayons de faire assez rapidement? À l'hôpital de Panzi, à la Fondation Panzi, nous avons mis en place ce que nous appelons le modèle holistique de Panzi, en one-stop center ou en guichet unique, où nous pensons que suite à toutes les difficultés que les femmes ont de pouvoir dire ce qui leur est arrivé, nous avons créé ce modèle qui permet à ce que la femme puisse trouver des solutions à un même endroit sans pouvoir se déplacer à plusieurs endroits. Et là, je vais aller très rapidement. Pour la prise en charge médicale, ce que nous essayons de faire, nous essayons d'intégrer la santé de la reproduction dans la prise en charge donc des victimes de violences sexuelles, pour qu'une femme dans tous nos hôpitaux, ça serait idéal que dans la province du Sud Kivu, lorsqu'une femme se présente, puisqu'elle a été victime de viol dans une structure sanitaire, qu'elle puisse bénéficier de tous les traitements médicaux, y compris la santé de la reproduction. Ici, je vous reprends la liste qu'on peut avoir dans les centres de santé en termes de santé de la reproduction. Sur cette liste, il faut ajouter la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Et ceci évite à ce qu'il y ait en fait une stigmatisation. On ne va pas créer des cliniques spécifiques pour les violences sexuelles, mais avoir plutôt nos hôpitaux qui permettent à ce qu'une personne qui a été victime de violences sexuelles ait la possibilité de pouvoir se présenter dans cet hôpital. Et j'encourage les honorables députés d'exiger à ce que dans vos circonscriptions électorales, on ait des centres de prise en charge holistique en one-stop center, puisque vous allez voir que ce n'est pas seulement médical, mais il faut reconstruire tout ce qui a été détruit, et pour le reconstruire, il faut avoir quand même un endroit pour pouvoir le faire. Assez rapidement, je vous montre ce que nous faisons sur le plan clinique et paraclinique. Normalement, lorsque les femmes arrivent, nous faisons la prévention des grossesses
non désirés après viol. Nous faisons la prévention des infections sexuellement transmissibles, mais également le VIH, que nous faisons la prévention, mais à condition que son rectum, sa vessie peuvent éclater et ça donne à ce que l'enfant devient incontinente, urinaire et fécale. Ceci nous a amené à faire une publication sur d'abord la classification, puisqu'il fallait classifier ces lésions, donc classification des lésions génito-urinaires et digestives basses après un traumatisme chez les filles de moins de 5 ans. Et cette classification nous a permis en fait de faire une classification de 5 types. Il y a 5 types de lésions que vous pouvez observer lorsqu'un enfant de moins de 5 ans est violé par un adulte. Et ça part donc des abrasions simples. Donc on a juste des petites lésions autour. Parfois ça peut atteindre l'humaine, mais ici, c'est que la petite aille peut-être la chance que son bourreau des enfants où vous n'aurez pas de douleur abdominale. Et donc je crois que ça, j'en appelle à notre responsabilité tous, puisque ces enfants appartiennent à notre communauté et nous avons la responsabilité de pouvoir les soutenir d'une manière ou d'une autre. Donc la deuxième catégorie de personnes que nous soignons, ce sont j'ai déjà parlé de la prise en charge, j'avance un peu plus vite. La prise en charge chirurgicale chez les adultes. Lorsque les adultes sont violés, lorsque nous disons du viol avec extrême violence, ce sont des viols, non seulement on pénètre la femme, mais après l'avoir pénétrée, je vous ai dit, on introduit des objets, on brûle par... Ici, on a détruit le périnée et cette femme était complètement incontinente. Mais ici, vous voyez une femme qui a été brûlée juste l'appareil génital. Et en fait, l'appareil génital de la femme, pour que vous puissiez brûler là, vous pouvez vous imaginer dans quelle position on l'a placé pour pouvoir brûler juste l'appareil génital. Nous avons également soigné les hommes. Et ici, je ne sais pas si l'image est claire, mais cet homme, il a eu, donc lui on l'a pris, après l'avoir violé en présence de toute sa famille, on a coupé son appareil génital. Et on l'a laissé, quand il est venu puisque en cicatrisant, il avait des difficultés pour uriner. Mais ce que je voulais dire par rapport à ces viols que vous voyez, c'est que ce sont des viols qui ont une autre intention que la satisfaction d'un désir sexuel. Il n'y a pas de désir sexuel dans ce qui se passe, des viols qui se commettent dans notre pays. Ce sont des viols qui se commettent pour tout simplement démontrer qu'on est puissant, démontrer qu'on peut vous faire ce qu'on veut, vous humilier et vous mettre dans une situation de peur, une situation tout simplement d'asservissement, puisque lorsque l'autre fait ça sur vous, ça veut dire qu'il veut vous montrer que vous ne représentez rien, vous n'êtes pas du tout un homme. Pour certaines femmes, si vous voyez sur cette image ici, lorsqu'on introduit une baïonnette dans l'appareil génital de la femme, ou un bâton, ou n'importe quel instrument, les organes génitaux de la femme qui sont proches, tout ce que vous consommez à Chabunda, qui vient de l'industrialisation, il faut y ajouter le prix du transport. Ça doit être autour de peut-être $1, 1,4 par avion. C'est une catastrophe. Et donc ces femmes, lorsqu'elles ont produit pour la première fois leur savon, qui n'avaient pas, où on les a aidés à transporter leurs produits pour produire les savons, ces femmes m'ont envoyé quelques crottes de savon en me disant c'est une fierté puisqu'on nous appelait femmes violées, mais désormais on nous appelle femmes savon. Et je pense que nous pouvons changer largement
l'identité de nos populations en essayant d'aider notre population à leurs aspirations. Nous avons différentes formations que je reprends ici, et toutes ces formations, nous les faisons donc à la maison d'Orcas et à la cité de la Joie. Nous avons également commencé ce qu'on appelle les mutuelles de solidarité. Et ici aussi, je voudrais bien que peut-être les députés puissent y penser. Vous savez, lorsque le tissu social est complètement détruit, les gens ne se font plus confiance. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune dans mon village, les gens pouvaient donner des millions aux membres de la communauté pour aller faire des affaires dans la forêt, revenir par exemple avec de l'or, ils amenaient ça au Burundi, et quand ils revenaient au Burundi, tout le monde pouvait partager les fruits de ces commerces, même si c'est 2 personnes qui partent, mais ils pouvaient partir avec l'argent de 100 personnes. Aujourd'hui, qui peut encore faire ça? Les gens ne se font plus confiance. Je vous ai dit, on n'a plus la cohésion, on n'a plus la capacité de se faire mutuellement confiance. Mais ici, avec ces modèles de solidarité, de mutuelles de solidarité, petit à petit, en regroupant 25 femmes ensemble, vous pouvez les amener à se faire confiance. Et lorsque la confiance commence à croître entre la population qui vit ensemble, c'est cette possibilité qui peut permettre de reconstruire ce tissu social détruit. Et vous pouvez le comprendre très bien. Une femme ou un homme ou un enfant qui a vu sa mère violer, son père décapité, vous ne pouvez pas demander à cet enfant ou à cette femme ou à cet homme de faire confiance à l'être humain. Il n'a plus confiance puisque c'est tout à fait normal qu'il perde confiance. Mais comment on peut construire une société où les gens se méfient les uns des autres? C'est pratiquement impossible. Et je pense que ces mutuelles de santé et des mutuelles de solidarité, pour moi, représentent un espoir pour l'avenir. Nous avons commencé une expérience avec les enfants qui vivent dans les mines, et je vous invite d'aller visiter ce qui se passe dans ce qu'on appelle les mines aujourd'hui chez nous. Quand vous voyez ce que les femmes subissent, des hommes, des responsables des mines construisent des petites tentes qui sont louées par des femmes, que ces femmes subissent des violences sexuelles du matin au soir, en louant ces petites tentes pour 500 francs, 1000 francs, et à la fin ces femmes meurent juste de ce qu'elles ont pu avoir dans ces tentes, c'est peut-être quelques beignets et les riz et les haricots. Nous devons nous insurger contre cette façon de traiter notre population. C'est une forme d'esclavage qui n'est plus acceptable. Ces enfants, en les mettant à l'école, nous faisons l'expérience à Luinja et à Kamituga. En donnant seulement à ces enfants un repas par jour, constitué de riz et de haricots, dans le territoire de Mwenga, ce sont les enfants qui venaient de ces centres de récupération scolaire qui ont fait la meilleure note dans le territoire. C'est une responsabilité. Lorsque nous laissons notre potentiel ressources humaines périr dans les mines, ne pas leur donner la capacité d'aller à l'école, on réalise très bien que après, nous serons tout simplement assujettis et nous allons le faire en acceptant cet assujettissement. Comment? Puisque demain, quand vous aurez des usines, vous aurez des entreprises, vous aurez besoin d'un cadre formé, vous aurez besoin des comptables, vous aurez besoin des ingénieurs. Je crains beaucoup qu'avec la formation que nous sommes en train de donner, demain ça ne puisse pas être un gros problème. Et là, la récupération scolaire devrait, je pense que ça serait un projet dans les mines que le gouvernement peut faire pour sortir tous ces enfants qui sont dans les mines et les femmes qui subissent l'esclavage sexuel dans les mines. Nous avons un programme d'un toit pour les survivantes qui est un programme très difficile à réaliser, mais lorsque vous voyez parfois là où vivent certaines femmes
après avoir été exclus de leur communauté, je crois qu'on ne peut pas traiter les autres humains comme nous lorsqu'on les laisse vivre dans des huttes qui sont propres pour les animaux. Et je crois que nous avons ce programme qui consiste à donner la possibilité aux femmes d'avoir un toit. Et je dois vous dire que ces toits, notre expert les a construits à 2500 $. Il est possible de changer la vie des femmes. Il y a 3 petites chambres. Derrière la maison, il y a une douche et une toilette. Et souvent, ces femmes vivent dans des conditions tout simplement inhumaines. Alors, en ce qui concerne l'assistance juridique et peut-être judiciaire, nous allons en parler encore un peu plus, mais je voulais juste dire que nous essayons d'accompagner les femmes devant les juges pour en cas de viol lorsque les femmes le veulent. Et ça, c'est une activité que nous faisons, mais que je considère comme tout à fait locale. Nous devons aller plus loin à demander la justice, puisque je crois que notre plaidoyer doit plutôt aller vers une justice transitionnelle, et peut-être que nous pouvons en parler, pas la justice transitionnelle qu'on va transformer à une commission vérité et réconciliation. Les crimes les plus graves, les crimes contre l'humanité, on ne peut pas les régler en disant j'ai détruit tout votre village, j'ai tué 1000 personnes à Makobola, et donc je viens pour vous dire excusez-moi, alors qu'après Makobola vous avez aussi tué à Beni, vous avez tué au Kassai, vous avez continué à tuer. Dire qu'on va se réconcilier, la réconciliation oui, mais la réconciliation a des préalables. Et ces préalables, c'est que nous devons avoir une justice transitionnelle qui doit être judiciaire, mais aussi extrajudiciaire, et doit utiliser tous les mécanismes qui permettent à ce que notre population puisse enfin se réconcilier. Voilà. Et je pense que pour la prévention des violences sexuelles, chez nous, nous devons absolument conscientiser la population. Nous avons l'impression que beaucoup de choses se passent, mais nous fermons les yeux, nous fermons les oreilles, puisque tout simplement nous avons honte par rapport à nous-mêmes, et en fait, nous laissons continuer les choses qui ne sont pas acceptables dans une société. On a besoin d'impliquer la population locale. Il faut prendre des actions. Et là, les actions peuvent se prendre à n'importe quel niveau. Les églises, le mouvement des femmes, la société civile. Et je pense que si nous tous, on est sensibilisés et comprendre que la violence sexuelle, c'est une menace pour notre société, c'est une menace qui est planifiée, c'est une menace qui a un impact destructeur énorme. Je crois que c'est la seule façon de pouvoir y arriver. Nous devons sensibiliser également nos chefs coutumiers. J'ai de très très bonnes relations avec les chefs coutumiers du territoire de Mwanga, que je profite pour féliciter pour leurs actions, puisque ces chefs coutumiers ont utilisé notre droit coutumier pour, par exemple, transformer les viols en Muzombo. Et je pense que nous pouvons faire beaucoup, puisque si le droit coutumier chez les règles a interdit, par exemple, à ce qu'un homme voit la nudité, mais pourquoi alors on peut autoriser à ce qu'on ne t'autorise pas de voir, pourquoi on peut t'autoriser de toucher? C'est encore beaucoup plus grave si vous ne pouvez pas voir et vous toucher. Et je pense qu'en discutant avec ces chefs coutumiers, on voit très bien que ailleurs, les Mwanikazi, on les cache. Ici, chez les Barega, il y a des femmes qui ont aussi un pouvoir coutumier assez important. Et je pense que ça sont des potentiels et des exemples que nous pouvons utiliser pour transformer notre société. Et lorsque nous parlons, par exemple, de la justice transitionnelle, on ne doit pas mettre de côté ces jours. Notre expérience, nous sommes en train de l'étendre. Aujourd'hui, nous sommes en Guinée-Conakry, nous sommes au Burkina Faso, Nakamutenga, nous sommes en République centrafricaine, nous sommes aussi en Irak, où nous sommes en train
de faire l'expansion de ces modèles holistiques. Localement, ces modèles, nous avons déjà pu l'installer à Moulamba, nous l'avons installé également à Boulenga. Donc, chers amis, vous avez vu que dans cette prise en charge holistique, c'est permettre à ce que les femmes ou la population traumatisée puissent retrouver leur autonomie, que les femmes puissent se prendre en charge et restaurer les droits et la dignité des survivantes, rétablir les communautés détruites par le terrorisme sexuel, dénoncer la lutte contre l'impunité du viol utilisé comme arme de guerre, et de voies de solution, il n'y en a pas 10. Nous devons revisiter notre histoire. Prenons le courage de lire notre histoire, comprendre notre histoire, comprendre ce qui se passe et ce qui se passe depuis des décennies. Et ça sera la seule façon, en fait, de pouvoir reconstruire notre société. Je pense plus un secret. Les chefs des opérations et des arrangements militaires ont montré leurs limites. Les échecs des arrangements politiques. Je crois que nous sommes le pays qui a eu le plus grand nombre de dialogues et des arrangements politiques, mais qui n'ont pas abouti. Pourquoi? Puisque ceux qui vont aux arrangements, ce sont les mêmes qui prennent les armes, ce sont les mêmes qui pillent les ressources, ce sont les mêmes qui commettent ces crimes. Donc je crois que tous ces arrangements, il faut y associer, il faut y associer la justice, puisque lorsque la justice est impartiale et indépendante, peut permettre en fait à ce que chacun soit mis devant ses responsabilités. Et privilégier la voie de la justice, c'est nommer les criminels à tous les niveaux. Lorsque nous faisons le plaidoyer, même si on peut être attaqué par certaines personnes, mais nous ne citons personne. Celui qui se sent mauvais, il peut peut-être prendre des attitudes, mais nous devons nommer les criminels, puisqu'à partir du moment où les criminels sont connus, les criminels sont nommés, et que la société peut le nommer de ce qu'ils ont fait, ça les met dans une situation d'insécurité. Nous devons changer l'insécurité. L'insécurité ne doit pas être du côté de la population, être du côté des criminels. Nous devons demander cette justice transitionnelle, établir des chambres spécialisées mixtes, et ici peut-être on peut s'étendre, établir un tribunal pénal international pour la RDC. Qu'on ne nous dise pas que ce n'est plus possible, ça coûte cher. Les chambres spécialisées mixtes ne peuvent pas amener les étrangers qui ont commis des crimes en République démocratique du Congo de répondre de leurs actes. Or, s'ils ne répondent pas de leurs actes, ils vont récidiver. On sait très bien que lorsque, en fait, il n'y a pas de justice, il y a toujours la récidive. Il faut dire la vérité et que la justice, la vérité et la justice sont des préalables à une réconciliation véritable. Je l'ai dit, et à une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. On ne peut pas continuer à cacher la vérité et ne pas dire la vérité, donc ne pas recourir à la justice et espérer qu'un jour on pourrait avoir une paix durable. Ceux qui étaient ici avec nous en 1996 savent très bien que ce sont les mêmes personnes qui continuent à commettre des crimes, et quand on dit que ce sont des gens qui sont malheureusement protégés dans les rapports mapping, on a caché les noms des criminels qui sont des officiers supérieurs, on a caché leurs noms, et quand on cache leurs noms, en fait, ils continuent à commettre des crimes. Pourquoi ces gens ne peuvent pas tout simplement les enlever de cette situation? Honorables députés, je voudrais que vous puissiez chacun voir. Vous êtes tous concernés. Si vous êtes député de la ville de Bukavu, on vous a mis juste quelques dates pour des massacres qui ont été commis dans la ville de Bukavu par l'APR, par AFDL, APR et par ANC. Ceux qui ont commis ces massacres doivent répondre. Si vous êtes député de Walungu, voilà ce qui a été fait dans votre territoire. C'est à vous de réclamer par rapport à ces massacres. Nous sommes en train de perdre des témoins. Ils sont en train de mourir un à un. Mais je crois que quand vous voyez ce qui s'est passé dans les territoires de Walungu,
c'est encore AFDL, APR, AFDL, APR, RCD, APR. Il faut que ces gens puissent répondre un jour de leurs actes. Messieurs les députés du territoire de Mwenga, à Mwenga, ça a été encore plus dur, où les femmes ont été enterrées vivantes. Si nous ne revisitons pas notre histoire par rapport à ce qui s'est passé dans le territoire de Mwenga, où nos frères et sœurs ont été massacrés, la société ne peut pas fonctionner sans la justice. Et que demander la justice, ce n'est pas une vengeance. La justice, ce n'est pas puisque vous aimez ou vous n'aimez pas quelqu'un. La justice, c'est pour établir les règles qui permettent à une société de pouvoir fonctionner normalement. Et on ne peut pas faire fonctionner une société normalement avec des crimes, des violations graves des droits de l'homme tels que nous les avions connus en République démocratique du Congo. Si nous demandons à ce qu'il y ait une justice transitionnelle en République démocratique du Congo, c'est puisque nous pensons, nous croyons fortement que la justice doit permettre non seulement, elle ne doit pas être seulement répressive, elle doit être aussi une justice réparatrice. Et nous avons besoin de cette réparation. Aujourd'hui, notre État, comme je vous ai dit, ce qui est visible, c'est l'état des routes. Ce qui est visible, c'est le délabrement des institutions. Mais ce que tout le monde peut-être ne voit pas, c'est le délabrement du tissu social. Et je pense que même si nous sommes en train de marcher sur des richesses énormes, ces richesses sont en train de construire d'autres États que construire la République démocratique du Congo. Et ça, c'est dû au fait que nous avons ce manque de cohésion, nous avons ce délabrement du tissu social où finalement chacun essaye de faire pour soi. Et en fait, on le fait pour soi pour tout simplement après mourir sans léguer quoi que ce soit aux générations à venir. Et donc, je pense que la justice transitionnelle, c'est une justice qui doit nous aider à reconstruire, à réparer ce qui a été détruit. On ne peut pas parler de la justice sans réparation. Et moi, je pense que cette réparation peut être individuelle, elle peut être collective, mais il faut absolument qu'on arrive à une réparation. Nous devons absolument penser, quand les gens arrivent ici au Congo, j'ai pu faire venir Zaïd, qui était le haut-commissaire aux Nations Unies pour les droits de l'homme. Effectivement, des questions qui se posent. Où sont des mémorials chez vous? Est-ce que vous n'avez rien qui montre qu'il s'est passé? On parle de 6 millions de morts. Qu'est-ce que nous avons ici dans la ville de Bukavu qui peut montrer que dans ces pays, il y a 6 millions de morts? Qu'est-ce qu'on a? Il n'y a rien. Je félicite encore les amis de Chabunda, même si ils sont complètement enclavés, mais quand j'étais à Chabunda, j'ai trouvé un monument de 8 ou 10 mètres de hauteur, avec une femme au sommet qui regardait vers l'est. J'ai demandé pourquoi. Ils ont dit, regarde vers l'est, puisque tous nos malheurs viennent de là. Au moins, ils ont quelque chose qu'ils peuvent montrer à leurs enfants en disant, voilà tous les problèmes que nous avons connus dans ce territoire viennent de l'Est. Et à Bukavu, qu'est-ce que nous avons? Rien. Donc je pense que ce devoir de mémoire, c'est un devoir qui nous permet tout simplement de dire aux générations, faites attention, vivons ensemble, construisons ensemble. Nous sommes un peuple. Ceux qui n'ont pas d'argument, ils cherchent toujours à nous diviser, à montrer que lui, il est de telle tribu, lui, il est de l'autre tribu. Est-ce que vous avez vu sur les images, j'ai été reçu par le chef Lega
Et ils ont écrit sur la banderole Mwana Witu Mukwege. C'est ça le Congo que nous voulons, où tout Congolais, partout où il est accueilli comme un Congolais. Mais lorsqu'on commence à entrer dans des petits jeux d'intérêt individuel, on casse tout et quand on détruit tout, finalement on arrive à un désordre complètement organisé comme ce que nous subissons en République démocratique du Congo. Mais je pense que le vivre ensemble, nous pouvons le faire. Mais le vivre ensemble aussi suppose qu'il y a un état de droit. Il y a des choses que nous ne devons pas, que normalement on ne devrait pas prononcer sans être poursuivi. Tout ce qui divise, tout ce qui amène à ce qu'un autre être humain soit humilié, soit rabaissé. Il y a des pays comme la France, si vous insultez quelqu'un, sale net, vous aurez affaire à la justice. N'est-ce pas? Mais si nous on continue à s'insulter entre tribus et on le fait comme si c'était quelque chose de normal, on n'a même pas peur de le faire. Alors que nous avons tous la même morphologie, la même couleur de la peau, et quand vous parlez dans votre langue, moi je peux suivre tout ce que vous dites. Donc je pense que la justice est capitale pour reconstruire ce pays. On ne peut pas le faire sans pouvoir penser à tout ce qui s'est passé. Notre passé va nous permettre de construire notre futur. Et si nous ignorons notre passé, eh bien, nous serons dans la répétition. Ce n'est pas de la nostalgie, mais est-ce qu'à l'époque de Mobutu, quelqu'un pouvait oser prendre les armes, qu'on vous attrape avec un fusil, on savait que c'était votre femme. Et moi, je pense que construire un état de droit, ça doit partir de quelque part. Et moi, je crois que la justice transitionnelle, ce n'est pas pour traquer certaines personnes. La justice transitionnelle, c'est pour reconstruire notre pays. Et cette justice transitionnelle, c'est qui essaie de nous dire que ça doit être la réconciliation et le pardon. Oui, nous devons nous réconcilier, nous devons nous pardonner. Oui, mais ça doit être, en plus de ça, on doit utiliser tous les mécanismes de justice transitionnelle, qu'ils soient judiciaires ou extrajudiciaires. Honorables députés, insistez sur le fait que ça doit être judiciaire et extrajudiciaire. Si on se limite au seul mécanisme extrajudiciaire, ça veut dire que nous ne sommes pas en train de reconstruire la paix, une paix durable, et que chacun puisse dire « je ne peux pas faire ça, puisque ma société ne l'acceptera pas ». Quel est aujourd'hui Séoul qui peut oser lever un doigt au Rwanda? Vous y passez, n'est-ce pas? Quel est Séoul qui peut oser lever le doigt en disant parlons encore du génocide? C'est là où il va se retrouver. Pourquoi même des exemples qui sont proches de nous, on ne peut pas les utiliser? Si les autres ont reconstruit la paix chez eux par la justice, et qui demandent même la mémoire jusqu'à aller demander à ce que des pays présentent des excuses. Qui nous a amené tous les génocidaires ici? Mais nous, on est indifférents. On fait comme si, en fait, lorsque moi je suis satisfait, terminé, le reste, ça ne me regarde pas. Si les autres demandent des excuses, si les autres exigent à ce que ceux qui ont commis les torts chez eux fassent réparation, pourquoi nous ne pouvons pas nous donner la même chose? Et j'ai vu la semaine passée, dans notre province, il y a encore un nouveau groupe armé qui vient de naître. Pour faire quoi, on ne sait pas, mais pour faire tuer les gens inutilement. Et les groupes armés continuent à naître chaque jour. Donc sur le plan militaire, nous devons dire que nous devons accepter qu'il y a un échec. Et donc, il y a un instrument qui n'a pas été utilisé pour renforcer les arrangements politiques et les actions militaires, c'est la justice. La question qui m'a été, comme je parle de l'armée, puisque quelqu'un a posé cette question, qui nous amène aussi à la sécurité, je pense que, malheureusement, je crois qu'on doit avoir confiance à nos institutions, puisque celui qui a posé la question pour la première fois, il a dit à ceux qui travaillent pour moi, qui aussi ont besoin de la sécurité,
qui doit nous sécuriser? Qui devrait nous sécuriser? Je dois vous dire que j'ai honte d'être sécurisé par les étrangers. Et quand ces étrangers me disent comment dans votre pays on peut laisser faire des choses comme ça, je n'ai pas de réponse. Celui qui doit nous sécuriser, c'est notre police, c'est notre armée. Et je pense que notre armée, pour mémoire, je vous recommande de lire un livre qui s'appelle Congo, une histoire. Et vous verrez que c'est notre armée de forces publiques congolaises qui ont libéré l'Éthiopie sous la colonisation italienne. On les a battus, on a fait des prisonniers, des officiers italiens, plus de 3000 personnes, plus de 3000 soldats italiens ont été mis en déroute par nos forces armées. Chers amis, tout ce que nous avons, les Gambela, les Tabora, les Sayo, ce sont des noms de victoire de l'armée congolaise. Et moi, je pense que pour ne pas parler de 14 et 18 ou 40-45, nous savons ce que l'armée congolaise a fait au Tchad. Ça, c'est récent. On a empêché Kadhafi, alors qu'il était au sommet de sa force, de prendre la bande d'Aouzou. C'était des militaires congolais. Nous avons joué un rôle continental. Cette intelligence existe jusqu'aujourd'hui. Cette capacité existe jusqu'aujourd'hui. Et c'est à ça que nous devons recourir pour notre protection. C'est à ça que nous devons recourir pour que les défenseurs des droits humains soient protégés. Moi, le docteur Mukwege, j'ai quoi pour protéger quelqu'un? Ce que nous essayons de faire à notre niveau, c'est peut-être organiser, par exemple, avec certaines organisations, la protection des défenseurs des droits humains, mais c'est minime par rapport au travail que doit faire l'armée, la police, nos services de renseignement. Maintenant, quel est le problème que nous avons, honorables députés? Nous décrions et nous avons décrié que quelqu'un qui était dans un groupe armé, il a tué, il a violé, il a fait tous les mal, et que demain vous le trouvez général puisqu'il a violé, puisqu'il a tué. Pour être général dans d'autres pays, le général Bazengue ne va pas me contredire, il faut passer par de grandes écoles. J'ai des policiers de la Monisco à l'hôpital qui sont des docteurs en droit international et humanitaire, qui sont des docteurs en criminologie. Et nous avions une armée comme ça. Et je pense que pour être général, on passe par une grande école militaire. On ne devient pas général puisqu'on a tué, puisqu'on fait des menaces, etc. Et aujourd'hui, malheureusement, je l'ai dit dans mes discours, donc je peux le dire même ici, malheureusement, avec le brassage et le mixage, on ne sait plus quelle armée nous avons. C'est un gros problème que nous avons aujourd'hui. Lorsqu'une armée est complètement infiltrée, on peut donner aux soldats des armes et des munitions contraires, juste puisqu'on prépare un échec. Est-ce que c'est le soldat qui n'est pas capable de le faire ou c'est l'armée qui n'est pas organisée? Et moi je pense que, chers amis, lorsque vous qui représentez le peuple, lorsque vous qui êtes là pour plaider pour le peuple, tant qu'on n'aura pas la réforme du secteur de sécurité qui a été exigée par toutes les institutions internationales, ils nous ont posé cette condition. Ils ont dit l'armée que vous avez, la police que vous avez, les services de renseignement que vous avez ne sont pas capables de faire leur devoir tels qu'ils sont organisés aujourd'hui. Il faut réformer l'armée. Allez voir les accords cadres d'Addis Abeba. Ils sont clairs. Mais pourquoi nous résistons de réformer cette armée? Je vais vous donner un autre exemple. On a eu le RAC, donc on a eu le SEC
les 7 ils sont venus ici pour réformer notre police, notre armée. La résistance était en République démocratique du Congo. Les commandos qui ont été formés à Kinshasa par l'armée belge, on a envoyé 5 à gauche, 5 à droite, 10, on les a dispersés. Ils n'existent plus après leur combat, je crois, au Nord Kivu. Si nous n'avons pas la volonté d'avoir un corps d'armée capable de défendre, capable de protéger, capable d'anticiper, avoir un service de renseignement capable, comment nous pouvons penser qu'un prix Nobel peut protéger les autres citoyens? Ce n'est pas possible. Vous êtes nos représentants, nous vous respectons, et je crois qu'aujourd'hui, exiger tout simplement la réforme du secteur de sécurité. Si cette réforme s'est faite, c'est une réforme qui va permettre à ce que, d'abord, il faut qu'il y ait un victime. Un victime est nécessaire. Vous ne pouvez pas sécuriser quelqu'un alors que vous avez tué son père, vous avez tué sa mère, et on vous dit, venez me sécuriser. Comment je vais vous faire confiance? Ce n'est pas possible. La deuxième chose, je pense que dans l'armée, l'armée doit inspirer toujours confiance. La police doit toujours inspirer confiance. Mais si on est dans une situation où ces institutions n'inspirent pas confiance, malheureusement, nous nous retrouvons là où nous sommes. Aujourd'hui, nous avons des services de renseignement extérieurs à notre pays qui sont ici à Bukavu, mais est-ce que nous pouvons aller dans leur pays? Je crois que nous devons nous poser des questions logiques. Nous devons nous poser des questions logiques, honorables députés, pour protéger notre population. Est-ce que nous avons besoin des services de renseignement des pays étrangers, avec qui nous avons des histoires qui ne sont pas toujours, qui n'ont jamais été éclairées? Mais nous vivons dans une situation où nous acceptons ce qui n'est pas acceptable. Donc je crois que la paix en République démocratique du Congo passe par des réformes. Il n'y a pas que la justice transitionnelle, mais passe également par les réformes des secteurs de sécurité. Et cette réforme-là peut nous permettre finalement de mettre de côté les bons et de côté les mauvais, et les bons, les joindre avec d'autres personnes qui vont avoir une formation qu'il faut, comme il faut, et avoir une armée capable de nous protéger. Nous sommes capables, moi je n'ai aucun doute que les Congolais a la capacité d'assurer que notre plaidoyer, il faut que la vérité éclate, qu'on sache qui a fait quoi, pourquoi il a fait, et qu'il puisse se justifier, pas devant un militaire ou mais devant une juridiction compétente. On a déjà dit, on ne peut pas réussir cette initiative si on n'associe pas les autres assemblées provinciales. Nos amis du Nord Kivu souffrent de la même chose. Nos amis d'Ituri souffrent de la même chose. Nord Katanga, c'est la même chose. Et je pense que votre initiative fait tout pour que ça puisse s'étendre à d'autres assemblées provinciales pour en fait chuter au niveau du Parlement national. Et je suis certain qu'avec ça, nous pouvons faire avancer la cause. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir Malit. Ce n'est pas Malit, c'est notre élite. Et je pense que chacun à son niveau peut faire en sorte que les choses puissent changer. Et aujourd'hui, quand vous me posez la question de savoir comment est-ce qu'il y a une satisfaction des institutions nationales, je suis satisfait de l'institution de ma province. Je suis satisfait de l'Assemblée provinciale. Ça, je suis satisfait. Et je pense que si vous prenez cette lutte comme votre lutte, je suis certain que ça ne va pas tarder à ce que vous soyez soutenus par les autres qui croient que c'est une lutte juste pour que nous ayons assez rapidement des fruits par rapport à ce qui se passe. Bon, voilà, je crois que la paix en RDC, quelqu'un a posé la question de savoir
est-ce que donc pourquoi on n'arrive pas? Moi, je pense qu'il faut très bien comprendre le manque à gagner pour ces qui entretiennent la guerre est énorme. Est-ce que vous savez, comme parlementaire, vous avez essayé de savoir le tonnes de l'or qui sont exportés par le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda, alors qu'ils ne peuvent pas montrer les mines où ils exploitent cet or? C'est énorme comme exportation. Ne parlons pas de coltan, de cassiterie, etc. Tous ces intérêts-là, ceux qui entretiennent la guerre, ils ont l'air acolytes, ils ont l'air collabos en République démocratique du Congo. Et je crois que les intérêts financiers sont énormes. Et si nous ne faisons rien, on ne va pas demander à ceux qui bénéficient, qui construisent leurs maisons, qui construisent leurs écoles, qui construisent leurs usines, on ne va pas leur demander d'avoir pitié de nous et nous laisser nos richesses si nous ne les réclamons pas. Mais il y a des rapports. Je ne sais pas si vous avez suivi au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a la documentation. C'est énorme ce qui sort en République démocratique du Congo sans payer la moindre taxe. C'est énorme. Et je pense que, reconnaissons que ce sont les bénédictions que Dieu nous a données qui aujourd'hui poussent à ce que nous soyons attaqués, que nous soyons mis dans la situation où nous sommes. Mais pour y sortir, ne cherchons pas à ce que ce soit les autres qui nous tirent de là où nous sommes. Ceux qui ont parlé de la déclaration du président d'en face, je pense que lui, il ne peut que déclarer ça. Mais qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous disons? C'est ça qui est le plus important. C'est comme si on se laisse en quelque sorte infantiliser en espérant que quelqu'un va nous défendre, va se battre pour nous, va parler pour nous. Aller dans tous ces pays, oser avoir une expression négationniste par rapport à ce qui s'est passé chez eux. On ne va pas vous retrouver vivant. Mais lorsqu'on fait du négationnisme chez nous, ça paraît comme si c'était normal. Vous attendez à ce que ça soit et que les autres disent que oui, les pauvres Congolais ont été massacrés, il faut vraiment avoir pitié. En politique, il n'y a pas d'amour. Il n'y a que des intérêts. Et si nous, on ne défend pas nos intérêts, n'attendons pas à ce que ce soit les autres qui les défendent. Nous avons besoin de notre assemblée provinciale. Nous avons besoin de chacun de vous. Nous avons besoin que vous puissiez vous lever comme un seul homme et que vous sachiez que toute la population congolaise est derrière vous pour vous accompagner dans la lutte que vous allez faire pour non seulement notre liberté, mais aussi pacifier ces pays qui souffrent tant. Je crois qu'aujourd'hui, le Congo a plus de 5 millions de déplacés internes. 5 millions. Je ne sais pas si vous imaginez, chacun de nous ici peut-être a été au moins une fois déplacé interne. Si vous partez avec 5 enfants, c'est seulement par chance que vous pouvez y revenir avec 2 ou 3. Donc nous sommes soumis à des conditions qui amènent tout simplement la population congolaise à ce que dans 10, 20 ans, 30 ans, nous soyons dans l'asservissement total. Mais c'est le moment. Et il n'est jamais tard pour bien faire. Moi, je pense que votre initiative d'aujourd'hui, c'est une initiative qui peut ouvrir les portes au niveau national, mais aussi au niveau international, pour que le Congo soit vu autrement. Puisque les autres se posent des questions. Dans d'autres parlements où je suis allé, ils posent toujours cette question par rapport à tout ce que nous voyons, par rapport à tout ce que vous nous dites. Que disent les autorités congolaises? J'ai dit, il y a sous peu seulement qu'il y a une petite lueur d'espoir. Ne laissons pas échapper cette lueur d'espoir pour pouvoir finalement rendre ce Congo pacifique où il fera beau. Je vous remercie.